Plus d'un demi-siècle après ses premiers pas sous les projecteurs, Guy Williams reste une énigme vivante du petit écran. L'homme en noir de Zorro, le père intrépide de Lost in Space. Des icônes qui ont conquis des générations. Mais après la gloire des années entre 50 et 60, il a tourné le dos à Hollywood, s'est volatilisé en Amérique du Sud, et a laissé les lumières s'éteindre sans un mot. Suicide? Dépression? Exil forcé? Les rumeurs ont pullulé pendant des décennies, un acteur brisé par le show-business, ruiné, isolé, mort dans l'oubli. Et si tout cela n'était qu'un écran de fumée? Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo de mémoire des célébrités, sa fille, Tony Williams, âgée de 66 ans, brise enfin le silence. Elle confirme ce que nous pensions depuis si longtemps, Guy n'était pas une victime, mais un homme libre, riche et heureux, qui a choisi de vivre à ses conditions. Préparez-vous à plonger dans l'histoire vraie d'un héros qui a préféré l'authenticité à la célébrité. La révélation de la fille de Guy Williams. Ce que nous pensions depuis toujours. Avant d'être le justicier masqué ou l'explorateur cosmique, Guy Williams n'était qu'Armando Joseph Catalano, un gamin d'origine sicilienne né le 14 janvier 1924 dans le quartier animé de Washington Heights, à New York. Ses parents, Attilio Catalano, un courtier en assurance immigré, et Clara Saper, parfois orthographiée Arcara, originaire de la petite ville d'Eris en Sicile, vivaient dans une pauvreté tenace. Attilio, fils d'un riche exploitant forestier de Messine qui avait investi dans des terres au New Jersey, avait fui l'Italie pour un avenir meilleur, mais la Grande Dépression avait douché ses ambitions. La famille s'installe à Little Italy, ce melting pot bouillonnant d'odeurs d'espresso et de cris de marché, où Armando grandit entouré de cousins italiens et de récits de l'ancien monde. Dès l'école publique 189, Armando se distingue, un esprit vif, excellent en mathématiques, un garçon discipliné qui excelle aussi aux échecs. Il enchaîne au lycée George Washington, où il arrondit ses fins de mois en travaillant à la fontaine à soda du coin, un job modeste qui lui apprend la valeur du travail acharné. Mais c'est à l'académie militaire de Peekskill, dans l'État de New York, qu'il forge son caractère. Là, sous la férule stricte des officiers, il devient un étudiant enthousiaste, football américain pour la robustesse physique, échec pour l'esprit stratégique. À 1m90, avec une carrure athlétique et un regard perçant, Armando est déjà un jeune homme qui attire les regards. Il avait ce charisme inné, ce mélange de force et de grâce qui faisait tourner les têtes, se souviendra plus tard son agent Henry Wilson dans des mémoires inédits. Pourtant, le cinéma n'est pas une vocation évidente. La famille Catalano rêve pour lui d'une carrière stable, suivre les traces d'Attilio dans l'assurance. Clara, qui deviendra plus tard cadre dans une société de distribution de films étrangers, est particulièrement déçue quand Armando annonce son désir de devenir acteur. C'était un monde de paillettes et de déceptions, pas pour un fils d'immigré, aurait-elle dit, selon les anecdotes familiales rapportées par Tony Williams dans une récente interview accordée à Showscope. Mais la Seconde Guerre mondiale interrompt tout. De 1942 à 1945, Armando sert comme soudeur, comptable des coûts et inspecteur de pièces d'avion pour l'US Navy, a un rôle crucial dans l'effort de guerre, mais loin des champs de bataille. Ces années d'usine, avec le bruit des machines et l'odeur du métal fondu, instillent en lui une résilience pragmatique. La guerre m'a appris que la vie est trop courte pour des rêves inavoués, confiera-t-il des années plus tard à Starlog. Démobilisé en 1946, Armando plaque son job de vendeur au rayon bagages du grand magasin Wanamaker pour envoyer ses photos à une agence de mannequins. Son physique photogénique, ce visage ciselé, ses yeux sombres et ce sourire conquérant en fait mouche. Bientôt, ces images envahissent Harper's Bazaar, les panneaux publicitaires et même les couvertures de livres. Mais pour percer à Hollywood, il faut un nom américain. Sur conseil de Henry Wilson, maître des pseudonymes, il inventera aussi Tab Hunter ou Rock Hudson. Armando devient Guy Williams, un clin d'œil à son air Guy, mec en argot, et à sa silhouette élancée. C'était l'époque, être sexy, sombre, aux yeux brûlants, c'était ok, mais pas trop ethnique. Il fallait paraître américain pur jus, explique l'historien Geoffrey Mark en interview pour un documentaire récent. En 1946, à 22 ans, Guy signe un contrat d'1 an avec la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, et s'envole pour la Cité des Anges. Le rêve commence, mais Hollywood est une arène impitoyable. Hollywood, 1947, Guy Williams débarque comme un inconnu dans un océan de talent. Son premier rôle marquant? Le bombardier de l'Enola Gay dans The Beginning or the End, un docudrame MGM sur le développement de la bombe atomique. Une apparition fugace, mais qui le met au générique un pied dans la porte. Pourtant, les rôles suivants sont maigres, figurant dans des westerns mineurs,
silhouette en smoking dans des comédies. J'étais le beau gosse interchangeable, bon pour les pubs et les couvertures, se moquera-t-il plus tard dans une rare interview au Bristol Daily Courier en 1965. Frustré, il retourne à New York en 1948. C'est là, lors d'un voyage de promotion pour des cigarettes l'ironie du sort pour un futur héros non-fumeur, qu'il croise Janice Cooper, mannequin chez John Robert Powers. Séance photo interminable en tenue de ski, l'étincelle jaillit. Il se marie le 8 décembre 1948 dans une petite cérémonie intime. Elle était ma boussole dans ce monde fou, dira Guy à The Orlando Evening Star en 1965. Leur union, solide jusqu'au divorce en 1983, donnera 2 enfants, Guy Steven Catalano, Guy Jr. Né en 1952, et Antoinette, Tony, né en 1957, tous deux attirés par les plateaux comme leur père. De retour à New York, Guy se forme au Neighborhood Playhouse, temple du method acting, et enchaîne les productions théâtrales sur la côte est. Son premier rôle TV ? Une petite partie dans un drame Studio One de CBS, qui lui vaut un screen test chez Universal International. En 1952, nouveau contrat d'1 an, une vingtaine de petits rôles dans des B-movies. Le shérif dans un épisode de The Lone Ranger, un cow-boy lambda. Rien de mémorable, mais ça bâtit son CV. En 1950, il prête même sa voix et son image aux premières pubs TV américaines, vendant du savon et des voitures avec ce charisme effortless. La mort tragique de son père Attilio en 1951, sans avoir vu le succès de son fils, le touche profondément. Il n'a jamais cru en mes rêves, mais il m'a appris la persévérance, confie Guy dans son autobiographie fragmentaire, citée par Marcus Mann dans Irwin Allen's Lost in Space. Ces années de galère forgent un homme pragmatique, loin du cliché de l'acteur torturé. Guy excelle à l'escrime hérité de son père, maître d'armes en Italie et cultive ses passions, échecs, astronomie, voile. Mais Hollywood l'appelle à nouveau. En 1952, audition pour Zorro, le destin frappe à la porte. Walt Disney, maître des contes enchantés, veut adapter Zorro, le justicier masqué créé par Johnston McCulley en 1919. Le personnage ? Don Diego de la Vega, noble oisif le jour, vengeur nocturne contre les tyrans espagnols en Californie 1820. Pour l'incarner, il faut de la prestance, de l'escrime et du sex-appeal. Guy, 33 ans, auditionne avec un accent espagnol exagéré je l'ai surjoué pour pouvoir l'ajuster après, expliquera-t-il à Starlog. Walt en personne le coache, atténue un peu, Guy. Après des ajustements, c'est le match parfait. Contrat exclusif à 2500 $ la semaine, une fortune alors. Guy était en forme olympique, avec un visage que seul Dieu pouvait sculpter, dixit Norman Foster, réalisateur des épisodes. Une cicatrice à l'épaule, souvenir d'un accident, explique l'absence de torse nu dans les photos promo. Zorro débute le 10 octobre 1957 sur ABC, 78 épisodes en 2 saisons, plus 4 spéciaux d'1 heure. Innovation narrative, cliffhanger en fin d'épisode, préfigurant le binge-watching moderne. Succès immédiat, les gosses imitent le Z sur les murs, les jouets s'arrachent. 2 films compilés suivent, The Sign of Zorro, 1958, et Zorro the Avenger, 1959. Guy, escrimeur virtuose, entraîné par Fred Cavan, qui a coaché Errol Flynn, et guitariste autodidacte, le son avec Vicente Gomez, incarne l'idéal romantique. Son accent, affiné par Disney, séduit. C'était plus qu'un rôle, c'était une renaissance, dit-il au Longview Daily News. Mais la gloire a un prix. Dès 1958, Guy craint le typecasting, quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est un film qui ne finit jamais, confie-t-il. Bataille juridique Disney ABC bloque une saison 3, Guy, sous contrat, touche son salaire sans tourner. Entre-temps, il apparaît dans Bonanza en 1964 comme Will Cartwright, neveu de Ben, Lorne Green. Prévoyait un rôle permanent, mais les fans hurlent pour Pernell Roberts, Adam, campagne de lettres massives, Roberts reste, Guy est viré après 5 épisodes. Ça prouvait ma polyvalence, mais Hollywood est cruel, note Geoffrey Mark. Zorro propulse Guy au rang d'icône, surtout en Amérique latine, où il devient un symbole de résistance. Post-Zorro, Guy diversifie. En 1962, en Europe, Damon and Pythia en Italie, Peplum musclé avec escrime, Captain Sinbad en Allemagne, Fantasy avec stop motion. Puis, pour Disney, le téléfilm en 3 parties The Prince and the Poppy, 1962, où il joue Sir Miles Sandon. Pourquoi rentrer tout de suite ?
J'ai prolongé avec ma famille, ratant la saison des pilotes TV, explique-t-il au Bristol Daily Courier. Ce séjour européen nourrit son plan maître, IOTAN Méditerranée, chèque résiduel de Zorro en rediffusion. 1965, Lost in Space, adaptation SF du Robinson suisse de 1812, signé Irwin Allen. Guy est le professeur John Robinson, patriarche ingénieur d'une mission spatiale familiale, femme Maureen, June Lockhart de la CIA, enfant Judy, Martha Kristen, Penny, Angela Cartwright, Will, Bill Mumy, et le major Don West, Mark Goddard. Sabotage par le docteur Zachary Smith, Jonathan Harris, passager clandestin, et le robot, Bob May, le Jupiter 2 Davy, famille perdue dans l'espace. Première saison sérieuse, survie, exploration, dynamique familiale. Guy, leader charismatique, excelle. C'était standard après Zorro, héros familial au lieu de justicier, dit-il au Salt Lake Tribune en 1966. Mais saison 1, virage, fan adore Smith, Will et robot. CBS pousse un ton léger pour le créneau familial. Saison 2 à 3, 1966 à 1968, Campy, avec monstre kitsch et humour. John Robinson relégué, 3 répliques par épisode, râle Guy en privé à Irwin Allen. Un gaspillage pour un lead comme lui, note Kussman. 83 épisodes au total, Guy, frustré mais pro, ne se plaint pas publiquement. Et il abordait la comédie comme un job, pas une passion, ajoute Geoffrey Mark. Lost in Space cultive un fandom durable, mais éclipse Guy, habitué aux rôles centraux. Fin 1968, Lost in Space s'arrête. Guy, 44 ans, est au zénith financier ou investissements astucieux en bourse et affaires, il double ses gains de Zorro, selon Geoffrey Mark, mais au nadir créatif. Typecast en héros masqué ou spatial, les offres tarissent. De Zorro à des péplums, puis relégué en arrière-plan, il le savait, mais ça piquait, analyse Kussman dans sa bio autorisée. Un bref retour US en 1983 pour Family Feu avec le cast de Lost in Space, rire, mais nostalgie. 1973, voyage en Argentine, invité comme Zorro pour Canal 13. Accueil délirant, 3000 fans au Sheraton, autographe en folie, médias en transe. L'adoration m'a stupéfié, j'ai prolongé, raconte-t-il. L'Argentine, où Zorro cartonne depuis 1967, rediff quotidienne, l'envoûte, culture vibrante, fans sincères, loin du cynisme hollywoodien. Il s'installe à Recolta, quartier chic de Buenos Aires, avec Janice et les enfants, qui visitent souvent. Vie épanouie, show thématique Zorro, échecs, astronomie, voile sur le Rio de la Plata. Il offrit même de combattre pour les Malouines en 1982, un geste symbolique d'amour pour son pays d'adoption, révèle un fan argentin sur Reddit. Rumeurs enflent, dépression, alcool, solitude. Tony, en interview 2024 à Showscope, dément, papa n'était pas brisé. Il était riche, libre, et choisissait la paix. Hollywood l'avait lassé, l'Argentine lui offrait l'authenticité. Divorce d'avec Janice en 1983, à l'amiable, mais liens forts, enfants acteurs, Tony dans des pubs, Guy Junior en cascade. Guy vit reclus mais heureux, refusant les caméos US. S'il y avait eu des rôles excitants, il aurait tenté, mais rien, soupire Kussman. 1989, Guy, 65 ans, s'isole plus. Le 30 avril, anévrisme cérébral foudroyant dans son appartement de Recolta. Corps découvert le 6 mai par la police ou une semaine d'oubli, amplifiant les rumeurs de suicide ou d'abandon. Il est parti paisiblement, seul comme il l'aimait, dit Tony, larmes aux yeux, dans son interview choc de 2024. Cendre au panthéon des acteurs à la Chacarita, honneur argentin, puis rapatrié en 1991 par Guy Junior, dispersé sur le Pacifique à Malibu et les montagnes californiennes, vœu final de son père. Pas de funérailles publiques, veillée intime. Héritage ? Immense. Zorro et Lost in Space inspirent remake, Netflix 2018, comics, convention. Plaque commémorative à Mission San Luis Rey en 2003, avec Janice, Steven, Tony et petit-fils Nando. Tony, dans Zorro, Short Stories, 2008, intro par Guy Junior. Célèbre, il a choisi la vie sur ses termes, pas la gloire éphémère. Remarquable pour un TV star du XXe siècle d'être si vivant au XXIe, note Geoffrey Mark. Guy Williams, du masque noir à l'infini spatial, un homme qui a fui les rumeurs pour la vérité. Sa fille Tony confirme, pas de tragédie, mais un triomphe personnel. Du vengeur à l'explorateur, il nous laisse des leçons d'authenticité. Quel souvenir gardez-vous de Guy? Partagez en commentaire.
Likez, abonnez-vous à Mémoire des célébrités pour plus de révélations. Merci. Et à bientôt, pour une nouvelle mémoire qui défie le temps.